Si vous voulez savoir comment se passe réellement l'entretien d'embauche chez Google, vous êtes au bon endroit. Et je vais vous raconter comment s'est passé mon entretien SWI, Software Engineer, ingénieur logiciel chez Google. J'ai particulièrement parlé de mes erreurs, les leçons que j'ai apprises et vous donner des conseils pour ne pas faire les mêmes erreurs. Je ne partagerai pas les énoncés des problèmes d'algorithme que j'ai eu parce que je ne m'en souviens pas. J'ai passé l'entretien il y a bientôt 1 an, parce que c'est confidentiel et enfin parce que ça ne vous servira à rien. Alors la première question évidente, comment j'ai décroché l'entretien? J'ai été sourcé. C'est-à-dire qu'un recruteur dans un profil RH m'a contacté sur LinkedIn et m'a proposé de passer un entretien pour un poste de développeur web. Il y a plusieurs voies d'entrée pour obtenir un entretien. Du plus efficace et moins accessible, au moins efficace et plus accessible. La première option, c'est d'entrer en contact avec l'entreprise lors d'un forum carrière, un forum métier dans votre école. Alors ce sont des événements assez classiques où les entreprises partenaires d'une école tiennent un stand où ils vont présenter leur métier, notamment des offres d'emploi, et collecter les CV auprès des étudiants, voire même faire passer des entretiens sur place. Et donc, si vous faites une grande école, c'est le plus efficace dans le sens où c'est un accès privilégié à l'entreprise, mais c'est le moins accessible dans le sens où, évidemment, il faut être étudiant dans ces écoles-là. La deuxième option, c'est d'être sourcé, c'est-à-dire que les recruteurs vont brasser les LinkedIn de manière générale pour des profils qui n'ont peut-être pas été dans ces écoles-là, mais qui ont entre 3 et 5 ans d'expérience. Google, mais les big tech de manière générale, ils brassent énormément de ce que j'ai cru comprendre sur Internet, mais aussi de retours d'expérience de camarades de classe qui eux aussi ont été sourcés par des recruteurs de Google pour avoir des gens constamment qui rentrent dans ce processus de recrutement qui de toute façon est tellement sélectif que seul un faible pourcentage arrive jusqu'au bout et obtiennent en fait une offre d'emploi. Alors bien sûr, dans le contexte socio-économique dans lequel on est, au moment où je filme cette vidéo, Google et compagnie ne recrutent pas intensivement, mais enfin c'est une situation particulière qui ne correspond pas à leur comportement habituel. Alors je pense que c'est important de vous dire qu'on peut aussi être sourcé sur la base de projets personnels, de contributions open source en particulier, ou sur la base de la création de contenu. Par exemple, j'ai lu des témoignages au fil des années d'ingénieurs qui ont été embauchés chez Google parce qu'ils ont créé une application qui a eu un nombre d'utilisateurs non trivial. Non trivial, c'est-à-dire à partir de 50 000 utilisateurs, par exemple 100 000 utilisateurs. J'en connais qui ont été recrutés sur cette base-là. Genre des développeurs qui ont eu des contributions, qui ont fait des contributions open source assez importantes et qui se sont fait connaître pour leurs contributions et donc qui ont été repérés. Et enfin, sur la création de contenu, des ingénieurs, des développeurs qui tiennent des blogs techniques pendant des années et des années et qui ensuite, de cette manière-là, en fait, deviennent des figures d'influence dans le domaine, dans la technologie dans laquelle ils se spécialisent, par exemple, et qui finissent donc par être repérés par l'entreprise aussi. La solution la plus accessible et la moins efficace, c'est le portail de recrutement. C'est-à-dire que vous allez sur le portail de recrutement de Google Carrière, je crois, et vous déposez votre CV et éventuellement vous attendez d'être rappelé. À moins d'avoir, encore une fois, MIT, Stanford sur son CV, ou alors, si on n'a pas ça, d'avoir déjà été employé dans d'autres big tech, il y a très peu de chances en fait, d'être appelé. C'est un peu comme jeter une bouteille à la mer. Donc la méthode qui est recommandée, j'ai beaucoup lu ça sur Internet, c'est d'être référé par un employé. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille déjà chez Google et qui peut parler à un manager ou un recruteur en interne. Évidemment, ça ne vous garantit en aucun cas le poste, mais ça vous permet d'avoir l'opportunité de passer un entretien. Et ensuite, évidemment, ça dépend de vous si vous réussissez ou pas l'entretien. Donc en résumé, le portail de recrutement, c'est le plus accessible, c'est le plus simple, mais c'est vraiment une bouteille à la mer, à moins d'avoir un CV en béton. Alors ça tombe sous le sens, mais je vais le dire quand même. J'espère que parler de ça vous fait vous rendre compte que c'est quand même important de soigner votre image en ligne, d'avoir un profil LinkedIn qui est complet et à jour, soigner votre image de manière générale. Si vous créez du contenu, vous faites des vidéos, de vous assurer que vous êtes fier de ce que vous renvoyez comme image de vous en ligne, en tout cas que cette image soit professionnelle simplement. Aussi d'optimiser votre profil GitHub, qu'il soit propre et à jour. Et enfin, ça va de pair avec le profil GitHub, monter un portfolio de projets personnels qui soit à jour et récent, qui utilise les technologies sur lesquelles vous voulez être recruté éventuellement. Pourquoi pas même contribuer à des projets open source sur GitHub, répondre à des questions sur Stack Overflow ou tenir un blog pour vous bâtir une réputation dans votre domaine d'expertise. Ensuite, quel est le processus de recrutement? Pour ceux qui ne le savent pas, pour vous donner un peu de contexte, j'ai parlé du processus général le plus complet pour les ingénieurs logiciels, mais comme m'a dit mon recruteur, toutes les étapes ne sont pas proposées à tout le monde. Ça dépend du profil, ça dépend de la voie d'entrée, ça dépend des années d'expérience et du rôle. Alors la première étape, c'est un test en ligne qui dure pas trop longtemps, qui va juste vérifier que vous savez coder. Donc des variables, des boucles, enfin ce genre de choses. Il me semble que vous n'avez ça que si vous passez par le portail de recrutement. Personnellement, j'ai pas eu le test en ligne. À la place de ça, j'ai eu un entretien avec le recruteur qui m'a sourcé en visio. C'était un quart d'heure, c'était pas très long, où on a parlé de mon expérience et où j'ai pu surtout lui dire quelles étaient les technologies sur lesquelles j'étais compétente et au personnel. Donc il a pu vérifier que j'avais codé de par mon expérience, de par mon CV. Ensuite, c'est vraiment un entretien donc d'algorithmique. J'ai fait une vidéo là-dessus où je vous explique exactement comment ça se passe, comment répondre à ce genre de problème. Je mets sur le petit i en description, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est très important. Les gens qui nous font passer les entretiens techniques, ce sont des ingénieurs logiciels, enfin des employés de Google qui sont eux-mêmes ingénieurs logiciels, souvent seniors.
qui nous font passer l'entretien. Donc c'est quelqu'un avec qui sait coder, qui comprend tout à fait de quoi il est question. Donc ce premier entretien technique, qui s'appelle Phone Screen, que moi j'ai eu en visio, donc je vais voir la personne, vise à valider que vous maîtrisez en fait les fondamentaux théoriques, donc complexité, structure de données, que vous savez résoudre un problème d'algorithmique. Je ferai des vidéos séparées, je suis en train de les préparer sur la complexité et les structures de données que vous devez connaître pour réussir ces entretiens. L'objectif ici est aussi de valider que vous êtes capable de passer cet entretien technique, enfin du même type, mais d'en passer plusieurs les uns à la suite des autres lors de l'étape d'après qui est les entretiens sur site. Donc vous avez une journée entière d'entretien. Pendant cette journée, vous avez 4 ou 5 entretiens, 3 entretiens qui sont des entretiens d'algorithmique, donc sur le même modèle que vous avez eu l'étape d'avant, mais juste avec des questions beaucoup plus difficiles, des problèmes de difficulté supérieure. Vous avez un entretien comportemental, donc Googleness, qui va évaluer votre Googleness, c'est-à-dire s'assurer en gros que vous partagez les valeurs professionnelles de l'entreprise. C'est pas un entretien difficile du tout. Si vous êtes une personne décente qui sait se comporter de manière décente dans un environnement de travail, ce ne sera pas un problème, très franchement. Et si vous avez plus d'expérience et que vous postulez un poste senior, vous aurez aussi un entretien de design system, que je n'ai pas eu parce que j'étais sourcée pour un poste junior. Après les entretiens sur site, le recruteur rassemble votre dossier et le présente à un comité de recrutement interne qui décidera oui ou non de vous faire une offre d'emploi. Ce dossier est constitué de votre CV et des rapports écrits de tous les entretiens que vous avez passés avec des notes attachées à chaque entretien. Alors ça me semble évident, mais je vais le dire quand même, toutes les interactions et tous les entretiens sont en anglais. Bien sûr. J'étais agréablement surprise de savoir que entre le premier entretien technique et l'entretien sur site, on a un entretien informel. On n'est pas noté dessus du tout, avec un Googler, donc un employé de Google, pour lui poser toutes les questions qu'on veut pendant une demi-heure. Donc j'ai eu un échange pendant une demi-heure avec un jeune ingénieur d'ailleurs, qui était chez Google depuis 2 ans seulement, et à qui j'ai pu poser toutes les questions, des questions pour préparer l'entretien, gérer son stress, des questions sur son parcours, comment c'est de travailler chez Google, etc. Je trouve que c'était un moment vraiment d'échange très confortable, très agréable, et ça fait aussi, je trouvais, un contact en termes de réseautage, puisqu'en fait c'est le seul ingénieur pendant cet entretien dont je connaissais le nom vraiment, donc on pouvait rester en contact et avoir au moins une personne à part le recruteur RH à intégrer dans son réseau pour la suite de sa carrière. Ensuite, comment ai-je préparé l'entretien? J'ai planifié mon entretien technique 1 mois après mon échange avec mon recruteur. Et mon conseil pour vous, c'est de prendre votre temps. Prenez votre temps pour vous préparer et mettez toutes les chances de votre côté. Entre 1 et 3 mois, il me semble que c'est standard, d'après ce que j'ai lu sur internet. Le temps dont vous avez besoin pour vous préparer dépend de vos connaissances préalables, votre connaissance théorique préalable. En ce qui me concerne, j'avais appris la théorie en 2 UT. Donc il s'agissait simplement pour moi de dépoussiérer des notions qui m'étaient familières. Si vous découvrez ce concept, il faudra évidemment beaucoup plus de temps, non seulement pour assimiler ces connaissances, enfin ces théories, donc la complexité, les structures de données, etc., mais aussi pour vous entraîner à résoudre les problèmes d'algorithmique eux-mêmes, qui demandent quand même une certaine habitude et qui sont de différents types. Je ferai une vidéo dédiée sur ma préparation où j'irai plus en détail sur les catégories de problèmes qu'il faut résoudre, quels problèmes j'ai résolus, comment je me suis organisé au quotidien, etc., etc. Donc pendant ce premier mois de préparation au quotidien, je résolvais des problèmes d'algorithmique matin et soir, enfin très littéralement, c'est-à-dire que j'en faisais un le matin et le soir en allant et en revenant de mon stage, donc dans le bus. J'étais très investie parce que je me disais que quand bien même j'ai été sourcée, quand bien même je ne rêvais pas de travailler chez Google, c'était quand même une opportunité que j'allais saisir pleinement. C'est-à-dire que si je m'engageais dans cette aventure, il fallait la vivre pleinement, pas du tout. Et j'aimerais d'ailleurs insister sur cette dimension de je ne rêvais pas de travailler chez Google, parce que je pense que ça a été important dans le sens où je n'étais pas impressionnée par le dispositif ou par l'entreprise. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé à rester calme. Ça m'a aidé à faire confiance en ma préparation et surtout à suivre correctement la méthode de résolution de ces problèmes pour être sûr en fait de démontrer ce qui était attendu de moi pendant mon entretien. C'est le conseil que j'aimerais vous donner, de ne pas vous laisser impressionner par l'entreprise, par le dispositif et de garder la tête froide. Okay. Et l'autre conseil, vous l'avez compris, c'est de s'investir dans la préparation. Ce n'est certainement pas les genres d'entretien dans lesquels vous pouvez venir les mains dans les poches sans rien préparer et espérer que la chance vous sourira. Ça n'arrivera pas. Enfin, c'est une structure et un exercice assez particulier auquel il faut être familier pour pouvoir réussir. Et ce que je vous dis sur le fait de rester calme, ne pas se laisser impressionner est d'autant plus vrai que quand justement j'ai passé mon entretien sur site, le premier entretien que j'ai passé le matin, je l'ai complètement raté. Autant la première fois, je me disais, bon, j'ai été sourcée, je n'ai rien à perdre, je peux toujours tenter l'expérience et on verra bien. Et si j'arrive à passer
à l'étape d'entretien sur site, je serais vraiment très très fière de moi parce que c'est pas trivial, hein. C'est quand même quelque chose de compétitif. Mais ensuite, quand j'ai effectivement validé le premier entretien, il y a eu comme cette bouffée où je me suis dit, tiens, là tout à coup, ça me semble plus proche, en fait, ça me semble accessible. Et donc, j'avais comme le sentiment d'avoir quelque chose à perdre maintenant. Parce que tout à coup, j'avais l'impression que je tenais un peu le bout de quelque chose, je ne sais pas quoi, mais de quelque chose. Et donc, quand je me suis présentée au premier entretien, j'étais vraiment stressée. Sur le moment, quand j'ai découvert l'énoncé de cet entretien-là, je me suis rendu compte que j'avais fait l'impasse sur un concept théorique que je n'avais pas revu, que je n'avais pas dépoussiéré. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, mince, je l'avais noté quelque part que je devais revoir ça, et je l'ai oublié, simplement, ça m'a complètement échappé, parce que à ce moment-là, j'étais vraiment beaucoup plus concentrée sur le fait de boucler mon stage, la soutenance, rendre mon rapport à temps, etc. Autant j'étais un peu stressée parce que j'avais l'impression, voilà, que j'étais sur le point de réussir quelque chose. Peut-être que vraiment cette opportunité allait se concrétiser en une offre d'emploi et que donc je ne devais vraiment pas foirer. Le combiner au fait que j'ai découvert sur le moment, je me suis dit, mince, j'ai fait l'impasse sur ce concept. Que c'est la combinaison de ces deux choses qui ont fait qu'en fait j'étais tellement dans un tourbillon d'émotions, très franchement, que je n'arrivais pas à réfléchir. Je me disais, non, tu racontes n'importe quoi, non, c'est stupide, non, ça ne fonctionne pas dans ce cas-là, regarde. Et plus je pensais ça, plus je me disais, tu es en train d'échouer. Et donc je ne parlais pas beaucoup, donc je n'expliquais pas mon raisonnement. Et évidemment, la personne qui vous a fait passer l'entretien ne peut pas évaluer votre raisonnement si vous ne parlez pas, parce qu'elle ne peut pas lire dans vos pensées. Je ne sais vraiment pas quel conseil vous donner dans ces cas-là où je me dis, j'ai lamentablement échoué, mais ce n'était même pas vraiment parce que je n'étais pas préparée. Au contraire. Et la prochaine fois, je pense que je ferai un effort plus important pour me raccrocher à la méthode. Donc j'avais une journée entière d'entretien que j'avais planifié 2 jours ou peut-être la veille de ma soutenance de stage. Très 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 mauvaise idée. J'allais dire, donnez-vous une chance et investissez-vous en préparant. Mais préparer, ça veut aussi dire planifier l'entretien à un moment où vous serez à l'aise, où vous n'aurez pas plein d'autres choses à penser. C'est d'autant plus important de rester calme et de ne pas se laisser impressionner qu'à la seconde où ce terrible entretien s'est terminé, où je me suis dit, de toute façon, je n'ai plus rien à perdre, donc je me suis sentie complètement relaxée. Il y a comme une pression que je m'étais mise sans me rendre compte qui s'est complètement évaporée. Et il s'est trouvé que j'ai parfaitement réussi tous les autres entretiens de la journée. J'ai même fait des blagues, j'ai ri. J'étais dans un tel état de relaxation et de lâcher prise, vraiment. J'étais encore plus relaxée qu'au tout premier entretien que j'ai passé. Donc ce que je veux vous conseiller là-dessus, au-delà de la maîtrise de vos émotions, c'est aussi de vous préparer aux imprévus. J'ai eu des surprises, parfois d'autres imprévus, par exemple les accents. J'ai eu un ingénieur qui était en Pologne, un autre qui était à Berlin et 2 autres qui étaient en Suisse, je crois. Donc il y a des accents, moi-même j'ai un accent, on a tous des accents. Donc parfois c'est aussi ça, l'imprévu. Parfois vous ne comprenez pas ce que dit l'autre personne. Il y a des imprévus, il y a des jours avec, il y a des jours sans. C'est pas grave. Les erreurs que j'ai commises lors de ce terrible entretien sont des erreurs communes qui vous seraient bon de connaître. L'erreur la plus commune, c'est de ne pas clarifier le problème. Donc le problème d'algorithmique, quand vous présente l'énoncé, de se vous jeter directement sur la solution sans penser à poser des questions pour clarifier le problème et vous assurer en fait que vous répondez à la bonne question. Une autre erreur assez commune, c'est de trop se concentrer sur des détails. Et c'est encore une fois lié à la méthode, c'est-à-dire qu'il faut commencer par le général et aller progressivement vers le particulier pour ne pas se perdre justement dans les détails. Suivez la méthode, ne vous dispersez pas. Alors, la troisième erreur, c'est de rester silencieux, de ne pas s'exprimer, puisque ces entretiens-là, c'est l'occasion de montrer en fait votre façon de réfléchir. Et donc, si vous ne communiquez pas, on ne peut pas savoir ce qui se passe et aussi on ne peut pas juger que vous êtes capable de communiquer justement avec vos collègues et d'expliquer votre pensée, d'expliquer vos idées et donc de collaborer simplement. Une autre erreur, c'est de partir du principe que le code que vous proposez, que vous écrivez pendant votre entretien fonctionne sans le tester. Ça, c'est vraiment une erreur classique, c'est un manque de professionnalisme évident que de ne pas tester son code. Il faut absolument, ne serait-ce que pour la forme, faire des tests. Une fois que vous avez écrit votre code, vous avez votre solution, faites des tests à haute voix avec l'ingénieur qui vous fait passer l'entretien pour prouver que vous connaissez les bonnes pratiques et que dans un contexte concret où vous êtes employé, vous testerez votre code avant de le livrer, quoi. Et enfin, une autre erreur, c'est de ne pas expliquer la complexité. De dire, ah, ma solution a une complexité en grand taux de N. Et c'est tout, sans expliquer. Évidemment, le mieux, c'est d'expliquer pourquoi la complexité est celle qu'elle est. Et ce qui est encore mieux, ce qui serait excellent même, c'est d'analyser la complexité par portion de code. Ce qui vous permettra non seulement de trouver la complexité globale de votre solution, mais aussi d'identifier la portion de code, ou même la ligne de code qui est la plus lente, et donc de savoir quoi optimiser pour l'étape d'après.
En bref, ceux qui obtiennent une offre d'emploi à la fin du processus, c'est ceux qui ont su démontrer la maîtrise des fondamentaux théoriques et qui ont su communiquer correctement leur façon de penser. Et l'occasion se représentera sûrement de repasser un entretien avec Google ou d'autres entreprises. En tout cas, c'est déjà une bonne expérience d'avoir fait l'expérience de ce recrutement particulier une première fois et je ferai sûrement mieux la prochaine fois. Je serais très curieuse de lire vos retours d'expérience en commentaire si vous avez passé un entretien de ce type, que je fasse Google ou de votre entreprise, de savoir les erreurs que vous avez commises et les conseils que vous avez à donner pour les autres. Évidemment, je vous lirai et je vous répondrai. À très vite.